Lorsque la guerre éclata en 1939, au moment où les chars allemands franchissaient la frontière avec la Pologne, il était absolument impossible de savoir quelles seraient les conséquences de cette agression d'Adolf Hitler. Durant l'hiver 1943, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, des batailles se déroulaient partout sur la planète. Les atrocités commises envers les civils innocents, en particulier ceux de religion juive, devenaient de plus en plus criantes. Les puissances de l'Axe écrasaient et asservissaient des populations entières, et les informations sur les crimes nazis et japonais contre l'humanité renforçaient la détermination des puissances alliées à mettre un terme à la guerre le plus vite possible. Le sort de ceux qui étaient détenus dans les camps de concentration ne pouvait plus être caché aux yeux du monde. Bien que beaucoup de temps serait nécessaire avant que les survivants ne soient libérés, il y avait désormais pour eux une lueur d'espoir. En octobre 1943, un accord formel entre les Alliés mena à la constitution d'une commission des Nations Unies sur les crimes de guerre. Les responsables d'atrocités seraient jugés pour leurs actes et ceux qui avaient suivi les ordres ne pourraient arguer de ce fait pour leur défense. Les mois d'octobre, novembre et décembre 1943 virent un grand nombre de campagnes atteindre leur intensité maximum et d'autres se préparaient. Les événements dans le Pacifique s'intensifièrent 2 ans après l'attaque japonaise surprise contre la flotte américaine à Pearl Harbor. La dévastatrice puissance de l'aviation japonaise en fit l'une des attaques les plus efficaces et les plus connues de la Seconde Guerre mondiale. Grâce aux images à venir, vous pourrez découvrir qu'il y eut cependant, dans le Pacifique, des affrontements peut-être moins connus, mais tout aussi exceptionnels. Les événements concernant la guerre dans le Pacifique ne doivent pas faire passer sous silence la campagne d'Italie qui suivit la victoire des Alliés en Afrique du Nord, ni dans le même temps la terrible guerre en Russie. Les alliances allaient évoluer à partir des conférences du Caire et de Téhéran et les plans pour la fin des opérations prendre forme. Le 1er octobre 1943 marque le début du compte à rebours vers la victoire finale. La politique incertaine de l'Italie et son rôle durant la Seconde Guerre mondiale incita les Napolitains à se soulever contre l'armée allemande d'occupation avant que les Alliés n'arrivent. Cependant, pour bien comprendre les événements d'Italie en 1943, il est indispensable de revenir en arrière à la fin de la Première Guerre mondiale. Comme Adolf Hitler, parvenu au pouvoir dans les soubresauts de la suite de la Première Guerre mondiale, en Italie, Benito Mussolini suivit un chemin similaire vers le pouvoir. Né en 1883, fils d'un forgeron, Mussolini déménagea en Suisse en 1902 pour trouver du travail et s'engagea en politique aux côtés des socialistes. Lorsqu'il retourna en Italie, il devint journaliste dans une publication socialiste, mais rompit les ponts avec le mouvement quand celui-ci s'opposa à l'entrée de l'Italie dans la Première Guerre mondiale. En 1915, il fut appelé et prit les armes pour son pays. Au total, Mussolini connut 9 mois de service actif. Après la guerre, il retourna dans l'arène politique et forma le parti fasciste au début de 1919. Comme Hitler en Allemagne, Mussolini croyait qu'il pouvait être le sauveur de sa nation. Plus le mécontentement grandissait, plus le nombre de ses supporters augmentait. De nombreux vétérans de la Grande Guerre, désormais au chômage, suivirent Mussolini et s'organisèrent en sections de chemises brunes qui terrorisaient leurs opposants politiques. Ce fut le début d'une ère sombre d'oppression pour le peuple italien. Lorsque les fascistes furent invités à rejoindre un gouvernement de coalition en 1921,
La situation s'aggrava et s'amplifia quand les chemises brunes marchèrent sur Rome. Le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, lui-même se tourna vers Mussolini pour que le duce autoproclamé forme un gouvernement. Les conséquences furent terribles car à partir de 1925, la démocratie disparut. L'Italie se trouva donc entre les griffes d'un dictateur tout aussi imprévisible qu'Adolf Hitler l'était en Allemagne. Après le krach de Wall Street de 1929, qui fit entrer le monde dans une profonde crise économique, les années 30 virent les empires d'Hitler et de Mussolini prendre une envergure redoutable. Pour Mussolini, l'Abyssinie, aujourd'hui devenue Éthiopie, était l'objectif principal. Afin d'obtenir des voies d'approvisionnement vers l'Afrique, Mussolini soutint également le général Franco dans la guerre civile d'Espagne et surtout coopéra totalement avec Hitler et l'Allemagne nazie, allant jusqu'à signer en mai 1939, à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, le pacte d'Acier. L'Italie entra officiellement en guerre le 10 juin 1940 en ratifiant à Berlin le pacte tripartite avec l'Allemagne et le 27 septembre de la même année avec le Japon. Même sous la gouvernance de Mussolini, l'Italie était loin d'être une nation militairement forte. Dès 1941, elle subit de nombreuses défaites face aux Britanniques en Grèce et en Afrique du Nord. Sans l'intervention des Allemands, Mussolini et l'armée italienne auraient subi une défaite militaire spectaculaire. La confiance des Italiens en leur duce baissa, pour ne pas dire disparut. Après que les soldats du général Montgomery eurent battu en Afrique du Nord les troupes de Mussolini et celles de Rommel, les Alliés n'eurent Dieu que pour l'Italie, étape logique suivante pour reprendre pied sur le continent européen. Les Alliés prirent la Sicile après une campagne réussie, nom de code Opération Husky, qui commença en juillet. Ce fut comme un choc pour les Italiens. La position italienne était précaire. Non seulement ils devaient combattre les troupes aguerries britanniques, canadiennes et américaines venues d'Afrique du Nord, mais leurs soi-disant alliés, les nazis, étaient également menaçants. Si les Italiens se rendaient, ils se retrouveraient sous la menace d'une attaque allemande immédiate. Ils craignaient également que Mussolini ne les entraîne dans une situation inextricable. Mais au début du mois de juillet, Mussolini fut démis de ses fonctions et arrêté. Le roi d'Italie lui-même reprit le contrôle et nomma le maréchal Badoglio à la tête du gouvernement. Hitler, craignant une reddition italienne immédiate, lança une opération commando pour libérer Mussolini. La défaite de Stalingrad avait été un échec cuisant, et Hitler était déterminé à ne pas perdre son influence en Italie et sur le bassin méditerranéen. En conséquence, lorsque les Italiens se rendirent sans condition aux Alliés en septembre, les Allemands furent prompts à réagir. Dans un premier temps, ils libérèrent Mussolini, qui devint entre leurs mains une marionnette du dictateur. Puis ils se mirent au travail, détruisant tout ce qu'ils purent afin de ralentir l'avancée des Alliés. Ce qui se déroulait en Italie allait changer le cours de la guerre, et le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, au cours d'une de ses fameuses causeries au coin du feu diffusées à la radio, l'évoqua ainsi. La première fissure au sein de l'Axe est apparue. Le régime fasciste italien, criminel et corrompu, est en train de partir en morceaux. La question qui restait posée était: qui arriverait en premier à s'emparer de ces morceaux, les Italiens ou les Allemands? Dans les derniers jours de septembre 1943, les Alliés progressaient bien dans le sud de l'Italie.
Mais tandis que le roi et le maréchal Badoglio rencontraient le général américain Dwight Eisenhower à bord du HMS Nelson pour signer l'armistice, au nord, Hitler annexait plusieurs régions italiennes. Ce qui semblait alors aux Alliés une avancée facile vers Rome devenait plus compliqué, car la distinction entre amis et ennemis était de plus en plus floue. Le 1er octobre, les Alliés se rapprochant de Naples, les Allemands durent faire face à une révolte des citoyens de la ville. Le déclencheur en avait été la mise à sac d'un magasin de la ville par des soldats allemands. Au moins, au cœur de la ville de Naples, les Alliés étaient désormais assurés du soutien de leurs nouveaux frères d'armes. Début octobre, sur la côte adriatique, les Alliés s'emparèrent de Foggia et du plus important aérodrome de la région. Le ministre de la propagande d'Hitler, Joseph Goebbels, fut prompt à évaluer la situation et à réaliser que même son immense talent ne parviendrait pas à tirer le moindre argument positif de cette situation. Les Alliés avaient désormais la possibilité de lancer des attaques aériennes contre les places fortes allemandes dans les Balkans et de disposer d'un tremplin pour attaquer le sud de l'Allemagne. C'était une maigre consolation pour les milliers de soldats italiens qui subissaient de plein fouet les foudres d'Hitler. Même ceux qui s'étaient rendus aux Allemands, dont 5000 dans l'île grecque de Céphalonie, étaient massacrés par les nazis. Ce ne fut bientôt plus seulement les militaires qui durent faire face aux représailles allemandes. Le 3 octobre, la Gestapo donna l'ordre à tous les Juifs d'Athènes de se faire enregistrer. La Grèce devint rapidement un objectif prioritaire pour les Alliés, compte tenu de la proximité de l'Italie. Les Allemands étaient déterminés à sécuriser autant de territoires possible dans cette partie de l'Europe. En moins de 24 heures, les troupes britanniques de l'île de Kos furent chassées par les forces de l'Axe en dépit des fissures que Roosevelt avait remarquées dans leur armure. Après les Juifs grecs, les Juifs italiens aussi furent persécutés. Le 9 octobre, une centaine de Juifs italiens de Trieste furent arrêtés et envoyés à Auschwitz. Pas un ne survécut. C'était le jour du pardon dans le calendrier juif, la traditionnelle fête de Yom Kippour, un des moments les plus sacrés pour les Juifs. À Auschwitz, ce jour était volontairement ignoré des nazis qui regroupèrent et exécutèrent 1000 déportés qu'ils estimaient trop faibles pour travailler. Les Juifs d'Italie étaient désormais des cibles pour les SS. Il y avait néanmoins quelques motifs de satisfaction. Eisenhower avait annoncé qu'il n'y aurait plus de raids de bombardement contre l'Italie et que tout serait fait pour empêcher les navires de la marine italienne de tomber entre les mains des Allemands. Les représailles furent impitoyables. La Luftwaffe reçut l'ordre d'attaquer les navires qui tentaient de s'échapper vers Malte. Hitler réaffecta des troupes engagées sur le front russe. Les Allemands occupaient Rome. Le général Erwin Rommel fut chargé de diriger les opérations dans le nord de l'Italie.
le général Kesselring reçut la lourde tâche d'endiguer l'avance alliée progressant depuis le sud et de protéger la capitale italienne. Kesselring ne pouvait plus faire grand-chose pour Naples, mais le Führer fut satisfait des destructions que le général laissait derrière lui afin de ralentir les Alliés. Ce désastre était catastrophique pour la ville dont les bâtiments brûlaient, les ponts étaient dynamités, les rails des voies ferrées tordus, le port n'était plus qu'un cimetière de navires coulés. Le travail des Alliés était énorme et Kesselring savait bien que les 800 000 civils allaient dépendre d'eux pour leur subsistance. Au lieu de foncer vers le nord, ils allaient devoir ralentir pour réanimer Naples. Les Alliés allaient réussir à rendre le port fonctionnel à nouveau en moins d'une semaine. Les commandants alliés avaient maintenant Rome pour objectif. Il n'y avait plus de temps à perdre, et la ligne de défense de la rivière Volturno, à 30 km au nord-ouest de Naples, se retrouva vite au cœur des combats. La ligne Volturno courait depuis la ville de Termoli le long de la rivière Bigerno, à travers les Apennins, jusqu'à la rivière Volturno. Dès le 6 octobre, les chars canadiens avaient forcé les troupes allemandes d'occupation à se retirer de Termoli. Le 12, la 5e armée américaine avait traversé la rivière pour enfoncer la ligne de défense allemande. Dès le lendemain, le roi et le gouvernement italien déclarèrent la guerre à l'Allemagne en pleine bataille. De lourdes pertes civiles et militaires furent à déplorer, entre autres à Campobasso. La mairie de cette ville historique et toutes ses archives étaient détruites quand le premier corps canadien reprit Campobasso. Le 16 octobre, les Alliés étaient à 150 km à peine de Rome. Ce même jour, dans la capitale, les officiers SS arrêtèrent plus de 1000 Juifs italiens. Mais plus de 4000 Juifs étaient réfugiés chez des particuliers, dans des monastères et des couvents, sans oublier plus de 500 cachés au Vatican. Ce qui démontra qu'une fois de plus, les nazis voyaient leurs plans contrecarrés par leurs anciens amis. L'effort de guerre allié était en pleine expansion. Des sommets enneigés des montagnes d'Italie jusqu'aux jungles étouffantes du Pacifique, le rêve de victoire était désormais en train de devenir une réalité. L'Amérique de Roosevelt et d'Eisenhower marquait des points et sa propagande soutenait cette domination grandissante. Les stars de cinéma d'Hollywood participaient à cet effort de guerre sans précédent. De la très glamour Carole Landis au comique Joe Brown, de nombreux artistes vinrent soutenir le moral des troupes, sans compter et sans se soucier de leur propre sécurité. C'est dans cette atmosphère positive que la préparation du débarquement allié en France s'accélérait. Dans le sud de l'Angleterre, des exercices étaient organisés avec des chars de débarquement. À la mi-octobre, le nom de code Mulberry fut retenu pour l'énorme port artificiel de béton qui devait tenir une place déterminante dans le plan du débarquement.
Cependant, les principales nations alliées, les USA, la Grande-Bretagne et la Russie, étaient loin d'être en parfaite harmonie. Les liens étroits que la Russie avait établis avec Hitler au début du conflit marquaient encore les esprits. Winston Churchill, le Premier ministre britannique, avait rapidement réagi pour rallier Joseph Staline à la cause alliée après l'opération Barbarossa. Depuis, en dépit de la certitude qu'avait Hitler de l'effondrement de l'Empire soviétique, les Russes avaient été un véritable obstacle pour celui-ci. Churchill, de tous, était celui dont la vie politique avait été la plus longue. Il avait été confronté à de nombreux changements d'alliance et était donc conscient du caractère désastreux qu'aurait une reddition du camp soviétique. En conséquence, le 18 octobre à Moscou, les ministres des Affaires étrangères américains, britanniques et russes se mirent d'accord pour ne pas envisager de négociations séparées avec l'Allemagne. Le lendemain, à Washington, les Américains accordèrent une aide de plusieurs millions de tonnes de matériel aux Soviétiques. À la fin du mois d'octobre 1943, les Alliés s'employaient à consolider leurs efforts contre les puissances de l'Axe, tout en subissant d'énormes pertes humaines. Le 25 octobre, les Japonais achevaient la ligne ferroviaire entre la Birmanie et la Thaïlande grâce au travail forcé de 46 000 prisonniers de guerre alliés. Plus de 16 000 d'entre eux moururent de privations, de maladies ou victimes de brutalité, ainsi que des milliers de Birmans entraînés dans une guerre qui n'était pas la leur et durant laquelle ils furent forcés de travailler pour les Japonais. La situation militaire progressait dans le sud de l'Europe. Il en allait de même dans le Pacifique. Au début du mois de novembre, les soldats américains de la 3e division de marine débarquèrent à Empress Augusta Bay sur Bougainville, une des îles Salomon. Appuyés par une task force navale impressionnante composée de 4 croiseurs légers et 8 destroyers, commandés par le brillant vice-amiral Aaron Tip Merrill, les Américains consolidèrent rapidement leur position. Les Japonais ripostèrent, lançant des attaques aériennes depuis Rabaul, tout en dépêchant sur place leur puissante force navale composée de croiseurs et de destroyers. Merrill fut le premier vice-amiral à utiliser un radar, ce qui lui donna un avantage décisif. Dépourvu de radar, le commandement japonais ne parvint pas à évaluer avec précision le bilan du combat lorsque Merrill recula sous une couverture de fumée artificielle. De retour à Rabaul, les Japonais se crurent victorieux et se préparèrent à contre-attaquer les forces de débarquement à Bougainville, sans réaliser que la flotte de Merrill était pratiquement intacte. Deux porte-avions américains attaquèrent Rabaul le 5 novembre. Ayant sous-estimé leur adversaire, les Japonais subirent de lourdes pertes. La marine japonaise ne représentait maintenant plus une menace pour les marines américains établis sur l'île. Le succès dans les îles Salomon était crucial pour les Alliés, car c'est de là que les Japonais avaient prévu de s'étendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée et, plus inquiétant encore, en Australie. La campagne des îles Salomon avait débuté en février 1943, le général MacArthur dirigeant une offensive stratégique américaine soutenue. En juin, des îles dont personne n'avait jamais entendu parler se retrouvaient sur l'avant de la Seine. Lors de l'opération Tunnels, les Américains submergèrent les défenses japonaises en débarquant sur l'île de Randova avec l'important aérodrome de Munda à portée de main. Les flottes de combats américaines et japonaises s'affrontèrent pour la domination des eaux des golfes de Kula et de Vala.
Bien que les Alliés ne remportèrent pas de victoire totale, les Japonais furent dans l'incapacité de renforcer leurs troupes au sol. Lorsque l'aérodrome de Munda tomba aux mains des Américains, le 5 août, la première phase de la campagne était achevée. Il restait encore à chasser les troupes japonaises des îles voisines de la Nouvelle-Géorgie, Arundel, Bahanga, Jizo, Kolonbangara et Vella La Vella. Les Japonais étaient des adversaires redoutables car leur code d'honneur ne les autorisant pas à se rendre, ils combattaient toujours jusqu'à la mort. Dans la préparation de la bataille de l'Empress Augusta Bay de novembre 1943, l'opération Tenails avait été vitale. Ce qui se préparait allait également être un véritable défi. Les Japonais avaient subi de lourdes pertes sur mer et dans les airs, supérieures à celles des Américains. Mais, alors que les USA pouvaient remplacer les armes détruites à ce stade de la guerre, les Japonais en étaient incapables. L'acharnement des Japonais au combat et leur jusqu'au-boutisme devaient servir d'avertissement aux Alliés. Quelle que soit l'issue de la guerre contre Hitler en Europe, la victoire sur les Japonais allait être une autre paire de manches. À quelques semaines de la fin de l'année 1943, Adolf Hitler réalisa que les troupes disponibles étaient de moins en moins nombreuses. Occuper l'Italie et affronter un nouvel hiver sur le front russe était déjà lourd, mais de plus, les Allemands étaient désormais certains qu'un débarquement en Europe occidentale était inévitable. Le 3 octobre 1943, Adolf Hitler publia sa directive 51 exigeant d'empêcher ce débarquement allié. Son ministre de la propagande, Goebbels, une fois de plus fut confronté à la lourde tâche de convaincre la nation allemande de l'invincibilité de son Führer. Les carnets personnels de Goebbels offrent une perspective fascinante sur la dure réalité. La veille de la publication de la directive 51 d'Hitler, Goebbels nota que plus de 9000 soldats allemands avaient été tués sur le front Est en seulement 9 jours. Il écrivit « Nous ne pourrons pas supporter de telles pertes très longtemps. Nous courons le danger d'une hémorragie lente et mortelle à l'Est. » Quel que soit le visage officiel de la propagande nazie, Goebbels, comme nombre de dignitaires de haut rang, était désormais conscient que le danger d'une défaite allemande existait bel et bien. La propagande nazie était totalement accaparée par les événements d'Europe occidentale et de Russie. Le gouvernement japonais, de son côté, était encore plus déterminé à faire croire au peuple que les courageux soldats impériaux sortaient victorieux de tous les combats du Pacifique. En de nombreuses occasions, les Japonais réussirent à frapper durement les Alliés. Ce fut le cas le 19 novembre, jour au cours duquel la marine japonaise coula l'USS Köplin, un sous-marin de la classe Sargo, nom d'un poisson particulièrement furtif, capable de survivre hors de l'eau et disposant d'un terrible dard. Le naufrage du Köplin fut un coup très dur pour la marine américaine. Les Japonais passèrent pourtant à côté d'une occasion en or d'obtenir de précieux renseignements concernant l'attaque que les Alliés préparaient pour le lendemain contre 3 atolls des îles Gilbert, Makin, Tarawa et Abemana. En effet, à bord du Köplin, le capitaine John P. Cromwell était informé en détail de l'offensive destinée à s'emparer des îles Gilbert, nom de code Opération Galvanique. Lorsque le sous-marin fut touché, le commandant donna l'ordre de faire surface pour offrir à son équipage une chance de survie.
mais un impact direct sur la tourelle l'entraîna avec plusieurs de ses hommes dans la mort. Cromwell n'était pas parmi eux, mais réalisant que, s'il était fait prisonnier, il pourrait, sous la torture, révéler aux Japonais les plans secrets, il resta donc dans le sous-marin plutôt que de mettre en péril les opérations en préparation. Il reçut la prestigieuse médaille d'honneur à titre posthume pour sa loyauté envers son pays. Jusqu'à cette date, les Américains avaient eu assez peu d'occasions de passer à l'offensive, car après Pearl Harbor, ils s'étaient retrouvés en position défensive constante. La bataille de Tarawa était la deuxième opportunité qui se présentait pour changer d'attitude. La première ayant été la bataille de Guadalcanal, au cours de laquelle les forces amphibies avaient rencontré assez peu de résistance. Mais les événements allaient prendre un tournant dramatique. Les îles Gilbert étaient d'une grande importance stratégique pour les Alliés qui accéléraient leurs opérations aux Philippines afin de préparer leur progression vers le Japon. Prendre les îles Mariannes était crucial pour l'US Navy si elle voulait avoir la moindre chance d'atteindre ses objectifs. Naturellement, les Japonais en étaient également conscients. Les Mariannes, dont l'île de Guam principalement, étaient devenues des cibles majeures. D'importants renforts y avaient été acheminés et les fortifications avaient été renforcées pour rendre la zone aussi sûre que possible. Les Américains savaient qu'ils allaient devoir progresser de groupe d'îles en groupe d'îles, car avant de pouvoir atteindre les Mariannes, ils devaient conquérir les îles Marshall. Mais avant de pouvoir y parvenir, la garnison japonaise de l'atoll de Tarawa devait être neutralisée. Les Américains avaient maintenant acquis assez d'expérience pour y arriver bien préparés. Lorsque l'opération galvanique commença le 20 novembre, 6000 soldats américains débarquèrent sur Makin. Sur le papier, l'armée d'occupation forte de 300 soldats japonais et 500 ouvriers coréens aurait dû être balayée rapidement, mais le combat fut âpre et les pertes américaines lourdes. Ce fut une opération coûteuse à tout point de vue. Le porte-avions d'escorte, le Liscon Bay, fut torpillé, tuant 644 de ses 900 hommes d'équipage. Puis un accident survint à bord du cuirassé USS Mississippi pendant la préparation d'artillerie du débarquement. Une tourelle explosa, entraînant la perte de 43 marins supplémentaires. La population de Makin accueillit chaleureusement ces libérateurs américains, en leur offrant des noix de coco comme témoignage de leur gratitude. Ils allaient revivre cette même allégresse à maintes reprises à mesure que la liberté pour laquelle ils combattaient était rendue à ceux qui avaient été oppressés si longtemps par les forces nippones. Makin libéré, les troupes américaines lancèrent l'assaut contre l'atoll de Tarawa, mais cette fois, face aux 6000 Américains, c'étaient 5000 soldats japonais qui attendaient. Une sanglante bataille s'ensuivit qui dura quelques 76 heures, au cours de laquelle plus de 1000 soldats américains furent tués. Les pertes japonaises furent également très lourdes. De ces forces défensives, un seul officier japonais et 16 de ses hommes survécurent, ainsi que 129 travailleurs coréens réquisitionnés. Pour l'opinion publique américaine, jusque-là protégée par une sévère censure, les reportages diffusés furent un choc énorme. Beaucoup condamnèrent Washington pour avoir autorisé l'attaque après avoir vu des photos montrant ces braves jeunes Américains flottants, morts, au bord de la plage. Le constat que les Japonais étaient prêts à affronter de longs et terribles combats frappa les esprits américains.
Forts de l'expérience acquise à Makin et à Tarawa, les Américains changèrent de tactique lorsqu'ils atteignirent Abemana. En dépit d'une garnison japonaise bien plus faible, un marine fut tué au bout de quelques minutes seulement au cours d'une tentative de débarquement. Il fut donc décidé de laisser la Navy faire usage de son artillerie pour écraser les troupes japonaises. Ce fut efficace, pas en termes de tir au but, mais parce que sur les 25 défenseurs japonais, seulement 14 furent tués par les obus, le reste s'étant suicidé. La perte des îles Gilbert était une mauvaise nouvelle pour le gouvernement de Tokyo. Il avait au moins la satisfaction d'avoir infligé de lourdes pertes aux Américains. Les mauvaises nouvelles n'étaient pas terminées pour les Japonais. Le 25 novembre, les bombardiers américains attaquèrent une base importante à Formose, aujourd'hui Taïwan. La marine impériale japonaise utilisait l'île activement depuis qu'elle avait été prise aux Chinois. Les Américains détruisirent 42 avions au cours de l'opération. Or, l'aviation servait à couvrir les cuirassés japonais. Perdre autant d'avions était un revers sérieux. Les Américains n'étaient pas les seuls à poser des problèmes en cette fin 1943. Le même jour, en Nouvelle-Guinée, les forces australiennes s'emparèrent d'un territoire clé. Soudain, malgré leur jusqu'au-boutisme au combat, la réputation d'invincibilité des Japonais était battue en brèche. En Europe, en ces derniers jours de novembre, la pression sur Adolf Hitler ne faiblissait pas. Le 22 novembre, 764 bombardiers britanniques menèrent un raid sur Berlin. Des bâtiments gouvernementaux furent touchés, l'amirauté et le ministère de l'Air, entre autres. Hitler était fou de rage. Il était, lui, à l'abri dans ses quartiers généraux de Rastenburg en Prusse, la tanière du loup, alors que la chancellerie et même son propre train resté à Berlin étaient sérieusement endommagés. Les civils berlinois n'eurent pas autant de chance que le Führer. Une centaine d'entre eux furent écrasés alors qu'ils se croyaient en sécurité dans un abri souterrain. À l'instar des Londoniens sous le Blitz, le nombre de pertes civiles se monta à 1737 Berlinois. Goebbels confia ses sentiments à son journal en notant « L'enfer lui-même semble s'être déchaîné contre nous. » Les Britanniques perdirent 167 aviateurs lors de cette mission et la nuit suivante, le commandement ordonna un nouveau raid contre Berlin. Cette fois, 127 hommes furent tués, mais l'effet contre la capitale allemande fut tout aussi dévastateur. Sans chauffage, sans lumière ni eau, les Berlinois étaient désespérés et même Goebbels était incapable de leur redonner le moral. En Italie, les troupes alliées poursuivaient leur marche sur Rome. Le 20 novembre, la 8e armée britannique traversa la rivière Sangro pour la première fois. Kesselring était nommé commandant en chef de toutes les forces allemandes en Italie. Rommel était, lui, chargé d'organiser la construction du mur de l'Atlantique. Conjointement aux grandes opérations militaires, des actions moins spectaculaires allaient jouer un rôle déterminant. Ce fut le cas de la résistance française qui créait d'énormes problèmes aux occupants allemands. Mais surtout, avec l'aide des agents britanniques, elle œuvrait à la préparation du débarquement tant attendu.
Mettre en place les pièces du puzzle de l'offensive alliée était loin d'être chose facile. Les réunions entre les responsables furent incroyablement difficiles à orchestrer. Un premier exemple fut la conférence du Caire des 22 et 26 novembre. Winston Churchill, le Premier ministre britannique, et le président américain Roosevelt rencontrèrent Chiang Kai-shek pour discuter de la position des Alliés à l'encontre du Japon. Joseph Staline refusa d'y assister, estimant que si les Chinois étaient présents, les Japonais considéreraient cette participation comme une provocation de la part des Soviétiques. Le 27 novembre, la déclaration du Caire fut cependant signée par les 3 chefs présents, statuant que les Alliés poursuivraient les hostilités jusqu'à la reddition inconditionnelle du Japon. Il fut également décidé que toutes les îles du Pacifique, dont le Japon s'était emparé depuis la Première Guerre mondiale, ainsi que tous les territoires que celui-ci occupait en Chine, seraient restitués. Dernier point, et non le moindre, la Corée deviendrait indépendante. La conférence du Caire terminée, Churchill et Roosevelt se penchèrent sur les plans alliés pour débarquer en France. Puisque l'absence de Staline au Caire avait été un problème, il était temps pour les 3 grands, tels qu'ils étaient souvent surnommés, de se rencontrer. La conférence de Téhéran eut donc lieu. Staline ne s'était pas aventuré hors de Russie depuis la révolution bolchevique de 1917. Les 3 alliés arrivèrent à Téhéran sous une sécurité très étroite afin de travailler au projet de débarquement en France prévu pour l'été 1944. Lors des discussions du 29 novembre, Churchill précisa à Staline les conditions requises pour le bon déroulement de l'opération Overlord. En premier lieu, il devait y avoir une réduction notoire de l'aviation de chasse allemande en Europe du Nord-Ouest. En deuxième lieu, les réserves allemandes disponibles en France et aux Pays-Bas devaient être réduites au minimum lors de l'assaut. Troisièmement, les Alliés devaient s'assurer que les Allemands ne pourraient pas transférer de renforts importants depuis les autres fronts pendant les 60 jours de l'opération. Staline était particulièrement sceptique, mais Churchill, comme toujours, trouva les bons mots pour lui signifier ce qu'on attendait de lui. Il sera de notre devoir de nous lancer à travers la Manche face aux Allemands de toutes nos forces. Au cœur des discussions sur les plans de l'opération Overlord, Staline rappela son propre calendrier. Il annonça clairement qu'une fois l'Allemagne battue, les Soviétiques entreraient en guerre contre les Japonais. Churchill estima que la déclaration de Staline était un événement gigantesque qui devait absolument être gardé top secret. Il ne fut d'ailleurs même pas mentionné dans les enregistrements secrets des réunions de Téhéran. De nombreux sujets furent évoqués par les 3 participants, sauf un. Roosevelt et Churchill avaient en effet décidé de ne pas annoncer à Staline que des scientifiques aux USA travaillaient sur une bombe atomique, qu'ils avaient fait de grands progrès et que des bombardiers B-29 étaient déjà en cours de modification pour emporter et larguer cette arme redoutable. L'apparition de nouvelles armes était importante, autant pour les Alliés que pour les forces de l'Axe. La Grande-Bretagne était également inquiète du développement des bombes volantes et fusées allemandes. Bien qu'il faille encore de nombreux mois avant que la bombe volante V1 ne devienne opérationnelle, une des rares visites de Hitler aux essais de cette bombe fut scrutée dans ses moindres détails. Hitler, à cette époque, hésitait à quitter sa tanière, redoutant une tentative d'assassinat. De plus, sa santé, tant mentale que physique, se détériorait. On a supposé qu'il souffrait de la maladie de Parkinson, mais ceci n'a jamais pu être confirmé. À la lumière de cet événement, les renseignements britanniques comprirent qu'une telle visite était importante. Ils estimaient que les fusées pourraient peser jusqu'à 7 tonnes.
En conséquence, le gouvernement de Churchill mit en place un plan pour rendre disponibles des lits d'hôpitaux en grand nombre pour les victimes potentielles de telles armes. Comme il vaut toujours mieux prévenir que subir, l'opération Crossbow fut décidée. Elle consistait à bombarder tout site au nord de la France supposé pouvoir accueillir un tel engin. En décembre, une nouvelle année de guerre prenait fin et les principaux acteurs continuaient à manœuvrer pour se mettre en position. Le 7 décembre, le président américain Franklin Roosevelt nomma le général Dwight Eisenhower aux commandes de l'opération Overlord. Eisenhower n'avait jamais été au combat, mais sa longue et brillante carrière au sein de l'armée américaine avait démontré qu'il était un organisateur né et un chef charismatique. Calme et efficace, Eisenhower était désormais commandant suprême des forces expéditionnaires alliées. Overlord était donc entre de très bonnes mains. Eisenhower n'était pas seul. Le général britannique Bernard Montgomery était aussi sur le point de rejoindre l'état-major d'Overlord. Depuis ses succès avec la 8e armée en Afrique du Nord, il était engagé en Italie. Mais la situation n'évoluait pas rapidement car les Allemands avaient renforcé leur mainmise sur Rome et d'autres places fortes. Fin décembre, Montgomery retourna en Angleterre pour prendre le commandement du 21e groupe d'armée, tandis qu'Oliver Lees le remplaçait en Italie. Montgomery, avec son manque de tact habituel, annonça qu'il était heureux de quitter la campagne d'Italie qu'il décrivit, selon ses propres termes, comme un merdier. Ironiquement, des voix discordantes, venues principalement du camp américain, déclarèrent que Monty était largement impliqué dans la création de ce merdier. Le climat ne s'annonçait pas des meilleurs pour les futures relations entre l'Anglais et certains généraux américains. Mais la nature de l'offensive anglo-américaine allait calmer ces personnalités très fortes qui allaient devoir faire fi de leurs différences et œuvrer en commun. Il allait falloir l'immense talent diplomatique de Eisenhower pour permettre à ces hommes indispensables de gagner la guerre sans s'entre-déchirer. Même si l'attention des Alliés se concentrait sur Overlord, ils n'en poursuivaient pas moins leur marche sur Rome. Pour les troupes canadiennes, britanniques et américaines combattant en Italie, il était désormais évident que la bataille qui s'annonçait allait être longue, difficile et coûteuse. Cette campagne qui devait être rapide allait devenir en 1944 une guerre de position. Les Alliés avaient été à un doigt de déloger les Allemands de Monte Cassino. L'hiver rendait les opérations plus difficiles encore, et il n'y avait aucun espoir que l'Italie soit libérée avant que l'opération Overlord ne commence. Vers Noël, ce sont les événements du Pacifique qui firent les gros titres. Le 15 décembre, les troupes américaines débarquèrent sur la péninsule d'Araoué à l'extrémité de la Nouvelle-Bretagne, dans les îles Salomon. C'était une avancée stratégique d'importance, car la capitale de la Nouvelle-Bretagne, Rabaul, était une formidable place forte japonaise. À Noël, le monde entier priait pour la paix, mais la Seconde Guerre mondiale ne ralentissait pas. La veille de Noël, les Britanniques bombardèrent une fois de plus Berlin, et le jour même de Noël, les avions américains détruisirent 24 sites de lancement de bombes volantes repérés dans le nord de la France. À Washington, le président Roosevelt fit sa traditionnelle allocution à la nation. Nous savons désormais que si nous perdons cette guerre, il faudra des générations, voire des siècles avant que notre conception de la démocratie ne puisse vivre à nouveau.
Il y avait peu de réconfort à tirer de ces sages paroles, pourtant totalement appropriées à la situation après les événements récents dans le Pacifique. Les terribles pertes infligées aux Américains par les Japonais étaient une pilule amère pour les Marines et leurs familles. Roosevelt avertit le peuple américain de ce que cette nouvelle année pouvait lui apporter, demandant à chacun de trouver en eux la force et le courage indispensables pour parvenir à la victoire. Il dit « La guerre a désormais atteint le stade où nous devons nous attendre à une longue liste de morts, blessés et disparus. La guerre, ce n'est que ça. Il n'y a pas de route facile vers la victoire et la fin n'est pas encore en vue. » Ce que le président américain évoquait, c'est ce que les troupes américaines allaient vivre au cours de l'opération Backhander lancée dès le lendemain. Il s'agissait du débarquement au cap Gloucester à l'extrémité de la Nouvelle-Bretagne. Pour ces soldats, il n'y avait pas de vacances. En moins d'une semaine, les Américains libérèrent un aérodrome stratégique leur donnant la possibilité de lancer des attaques sur la partie encore occupée de la Nouvelle-Guinée. C'était un point positif pour les Alliés en cette fin d'année, mais les Japonais se montraient toujours aussi combatifs. Ces premiers mois allaient être riches en affrontements mortels. Au Caire et à Téhéran, les conférences réunissant les leaders alliés s'étaient déroulées dans un bon climat, malgré les divergences concernant les droits de l'homme. Les Alliés présentaient un front uni qui n'augurait en rien de l'avenir de ces relations une fois la guerre terminée. L'Angleterre allait retrouver le devant de la scène en tant que plateforme de départ de l'opération Overlord. Elle allait accueillir les centaines de milliers de soldats qui se préparaient en vue du débarquement en Normandie. Désormais, des villes un peu endormies de la côte sud de l'Angleterre jusqu'aux rues historiques de Londres, c'est toute une nation déterminée qui était sur le point de revenir sur le devant de la scène. Pour Adolf Hitler, son incapacité à briser le moral des Anglais et à envahir la Grande-Bretagne allait revenir le hanter. Tout se mettait en place pour repousser l'armée d'occupation allemande en France vers ses frontières. Mais la tâche allait être rude et le chemin vers la victoire encore long. Épisode 18. Eisenhower, le commandant suprême. Pour les troupes canadiennes, britanniques et américaines combattant en Italie, il était désormais évident que la bataille qui s'annonçait allait être longue, difficile et coûteuse. Cette campagne qui devait être rapide allait devenir en 1944 une guerre de position. Les Alliés avaient été à un doigt de déloger les Allemands de Monte Cassino. L'hiver rendait les opérations plus difficiles encore, et il n'y avait aucun espoir que l'Italie soit libérée avant que l'opération Overlord ne commence.
Vers Noël, ce sont les événements du Pacifique qui firent les gros titres. Le 15 décembre, les troupes américaines débarquèrent sur la péninsule d'Araoué, à l'extrémité de la Nouvelle-Bretagne, dans les îles Salomon. C'était une avancée stratégique d'importance, car la capitale de la Nouvelle-Bretagne, Rabaul, était une formidable place forte japonaise. À Noël, le monde entier priait pour la paix, mais la Seconde Guerre mondiale ne ralentissait pas. La veille de Noël, les Britanniques bombardèrent une fois de plus Berlin, et le jour même de Noël, les avions américains détruisirent 24 sites de lancement de bombes volantes repérés dans le nord de la France. À Washington, le président Roosevelt fit sa traditionnelle allocution à la nation. Nous savons désormais que si nous perdons cette guerre, il faudra des générations, voire des siècles avant que notre conception de la démocratie ne puisse vivre à nouveau. Il y avait peu de réconfort à tirer de ces sages paroles, pourtant totalement appropriées à la situation après les événements récents dans le Pacifique. Les terribles pertes infligées aux Américains par les Japonais étaient une pilule amère pour les Marines et leurs familles. Roosevelt avertit le peuple américain de ce que cette nouvelle année pouvait lui apporter, demandant à chacun de trouver en eux la force et le courage indispensables pour parvenir à la victoire. Il dit: la guerre a désormais atteint le stade où nous devons nous attendre à une longue liste de morts, blessés et disparus. La guerre, ce n'est que ça. Il n'y a pas de route facile vers la victoire et la fin n'est pas encore en vue. Invité à rejoindre un gouvernement de coalition en 1921, la situation s'aggrava et s'amplifia quand les chemises brunes marchèrent sur Rome. Le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, lui-même se tourna vers Mussolini pour que le duce autoproclamé forme un gouvernement. Les conséquences furent terribles car à partir de 1925, la démocratie disparut. L'Italie se trouva donc entre les griffes d'un dictateur tout aussi imprévisible qu'Adolf Hitler l'était en Allemagne. Après le krach de Wall Street de 1929, qui fit entrer le monde dans une profonde crise économique, les années 30 virent les empires d'Hitler et de Mussolini prendre une envergure redoutable. Pour Mussolini, l'Abyssinie, aujourd'hui devenue Éthiopie, était l'objectif principal. Afin d'obtenir des voies d'approvisionnement vers l'Afrique, Mussolini soutint également le général Franco dans la guerre civile d'Espagne et surtout coopéra totalement avec Hitler et l'Allemagne nazie, allant jusqu'à signer en mai 1939, à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, le pacte d'Acier. L'Italie entra officiellement en guerre le 10 juin 1940 en ratifiant à Berlin le pacte tripartite avec l'Allemagne et le 27 septembre de la même année avec le Japon. Même sous la gouvernance de Mussolini, l'Italie était loin d'être une nation militairement forte. Dès 1941, elle subit de nombreuses défaites face aux Britanniques en Grèce et en Afrique du Nord. Sans l'intervention des Allemands, Mussolini et l'armée italienne auraient subi une défaite militaire spectaculaire. La confiance des Italiens en leur duce baissa, pour ne pas dire disparut. Après que les soldats du général Montgomery eurent battu en Afrique du Nord les troupes de Mussolini et celles de Rommel, les Alliés n'eurent Dieu que pour l'Italie, étape logique suivante pour reprendre pied sur le continent européen.
Les Alliés prirent la Sicile après une campagne réussie, nom de code Opération Husky, qui commença en juillet. Ce fut comme un choc pour les Italiens. La position italienne était précaire. Non seulement ils devaient combattre les troupes aguerries britanniques, canadiennes et américaines venues d'Afrique du Nord, mais leurs soi-disant alliés, les nazis, les Américains détruisirent 42 avions au cours de l'opération. Or, l'aviation servait à couvrir les cuirassés japonais. Perdre autant d'avions était un revers sérieux. Les Américains n'étaient pas les seuls à poser des problèmes en cette fin 1943. Le même jour, en Nouvelle-Guinée, les forces australiennes s'emparèrent d'un territoire clé. Soudain, malgré leur jusqu'au-boutisme au combat, la réputation d'invincibilité des Japonais était battue en brèche. En Europe, en ces derniers jours de novembre, la pression sur Adolf Hitler ne faiblissait pas. Le 22 novembre, 764 bombardiers britanniques menèrent un raid sur Berlin. Des bâtiments gouvernementaux furent touchés, l'amirauté et le ministère de l'Air, entre autres. Hitler était fou de rage. Il était, lui, à l'abri dans ses quartiers généraux de Rastenburg en Prusse, la tanière du loup, alors que la chancellerie et même son propre train resté à Berlin étaient sérieusement endommagés. Les civils berlinois n'eurent pas autant de chance que le Führer. Une centaine d'entre eux furent écrasés alors qu'ils se croyaient en sécurité dans un abri souterrain. À l'instar des Londoniens sous le Blitz, le nombre de pertes civiles se monta à 1737 Berlinois. Goebbels confia ses sentiments à son journal en notant « L'enfer lui-même semble s'être déchaîné contre nous. » Les Britanniques perdirent 167 aviateurs lors de cette mission et la nuit suivante, le commandement ordonna un nouveau raid contre Berlin. Cette fois, 127 hommes furent tués, mais l'effet contre la capitale allemande fut tout aussi dévastateur. Sans chauffage, sans lumière ni eau, les Berlinois étaient désespérés et même Goebbels était incapable de leur redonner le moral. En Italie, les troupes alliées poursuivaient leur marche sur Rome. Le 20 novembre, la 8e armée britannique traversa la rivière Sangro pour la première fois. Kesselring était nommé commandant en chef de toutes les forces allemandes en Italie. Rommel était, lui, chargé d'organiser la construction du mur de l'Atlantique. Conjointement aux grandes opérations militaires, l'ouest de Naples se retrouva vite au cœur des combats. La ligne Volturno courait depuis la ville de Termoli le long de la rivière Bigerno, à travers les Apennins, jusqu'à la rivière Volturno. Dès le 6 octobre, les chars canadiens avaient forcé les troupes allemandes d'occupation à se retirer de Termoli. Le 12, la 5e armée américaine avait traversé la rivière pour enfoncer la ligne de défense allemande. Dès le lendemain, le roi et le gouvernement italien déclarèrent la guerre à l'Allemagne en pleine bataille. De lourdes pertes civiles et militaires furent à déplorer, entre autres à Campobasso. La mairie de cette ville historique et toutes ses archives étaient détruites quand le premier corps canadien reprit Campobasso. Le 16 octobre, les Alliés étaient à 150 km à peine de Rome. Ce même jour, dans la capitale, les officiers SS arrêtèrent plus de 1000 Juifs italiens. Mais plus de 4000 Juifs étaient réfugiés chez des particuliers, dans des monastères et des couvents, sans oublier plus de 500 cachés au Vatican. Ce qui démontra qu'une fois de plus,
les nazis voyaient leurs plans contrecarrés par leurs anciens amis. L'effort de guerre allié était en pleine expansion. Des sommets enneigés des montagnes d'Italie jusqu'aux jungles étouffantes du Pacifique, le rêve de victoire était désormais en train de devenir une réalité. L'Amérique de Roosevelt et d'Eisenhower marquait des points et sa propagande soutenait cette domination grandissante. Les stars de cinéma d'Hollywood participaient à cet effort de guerre sans précédent. De la très glamour Carole Landis au comique Joe Brown, de nombreux artistes vinrent soutenir le moral des troupes, sans compter et sans se soucier de leur propre sécurité. C'est dans cette atmosphère positive que la préparation du débarquement allié en France s'accélérait. Les Allemands occupaient Rome. Le général Erwin Rommel fut chargé de diriger les opérations dans le nord de l'Italie. Le général Kesselring reçut la lourde tâche d'endiguer l'avance alliée progressant depuis le sud et de protéger la capitale italienne. Kesselring ne pouvait plus faire grand-chose pour Naples, mais le Führer fut satisfait des destructions que le général laissait derrière lui afin de ralentir les Alliés. Ce désastre était catastrophique pour la ville dont les bâtiments brûlaient, les ponts étaient dynamités, les rails des voies ferrées tordus, le port n'était plus qu'un cimetière de navires coulés. Le travail des Alliés était énorme et Kesselring savait bien que les 800 000 civils allaient dépendre d'eux pour leur subsistance. Au lieu de foncer vers le nord, ils allaient devoir ralentir pour réanimer Naples. Les Alliés allaient réussir à rendre le port fonctionnel à nouveau en moins d'une semaine. Les commandants alliés avaient maintenant Rome pour objectif. Il n'y avait plus de temps à perdre, et la ligne de défense de la rivière Volturno, à 30 km au nord-ouest de Naples, se retrouva vite au cœur des combats. La ligne Volturno courait depuis la ville de Termoli le long de la rivière Bigerno, à travers les Apennins, jusqu'à la rivière Volturno. Dès le 6 octobre, les chars canadiens avaient forcé les troupes allemandes d'occupation à se retirer de Termoli. Le 12, la 5e armée américaine avait traversé la rivière pour enfoncer la ligne de défense allemande. Dès le lendemain, le roi et le gouvernement italien déclarèrent la guerre à l'Allemagne en pleine bataille. De lourdes pertes civiles et militaires furent à déplorer, entre autres à Campobasso. La mairie de cette ville historique et toutes ses archives étaient détruites quand le premier corps canadien reprit Campobasso. Le 16 octobre, les Alliés étaient à 150 km à peine de Rome. Ce même jour, en Nouvelle-Guinée, les forces australiennes s'emparèrent d'un territoire clé. Soudain, malgré leur jusqu'au-boutisme au combat, la réputation d'invincibilité des Japonais était battue en brèche. En Europe, en ces derniers jours de novembre, la pression sur Adolf Hitler ne faiblissait pas. Le 22 novembre, 764 bombardiers britanniques menèrent un raid sur Berlin.
Des bâtiments gouvernementaux furent touchés, l'amirauté et le ministère de l'air, entre autres. Hitler était fou de rage. Il était, lui, à l'abri dans ses quartiers généraux de Rastenburg en Prusse, la tanière du loup, alors que la chancellerie et même son propre train resté à Berlin étaient sérieusement endommagés. Les civils berlinois n'eurent pas autant de chance que le Führer. Une centaine d'entre eux furent écrasés alors qu'ils se croyaient en sécurité dans un abri souterrain. À l'instar des Londoniens sous le Blitz, le nombre de pertes civiles se monta à 1737 Berlinois. Goebbels confia ses sentiments à son journal en notant « L'enfer lui-même semble s'être déchaîné contre nous. » Les Britanniques perdirent 167 aviateurs lors de cette mission et la nuit suivante, le commandement ordonna un nouveau raid contre Berlin. Cette fois, 127 hommes furent tués, mais l'effet contre la capitale allemande fut tout aussi dévastateur. Sans chauffage, sans lumière ni eau, les Berlinois étaient désespérés et même Goebbels était incapable de leur redonner le moral. En Italie, les troupes alliées poursuivaient leur marche sur Rome. Le 20 novembre, la 8e armée britannique traversa la rivière Sangro pour la première fois. Kesselring était nommé commandant en chef de toutes les forces allemandes en Italie. Rommel était, lui, chargé d'organiser la construction du mur de l'Atlantique. Conjointement aux grandes opérations militaires, des actions moins spectaculaires allaient jouer un rôle déterminant. Ce fut le cas de la résistance française qui créait d'énormes problèmes aux occupants allemands. Mais surtout, avec l'aide des agents britanniques, elle œuvrait à la préparation du débarquement tant attendu. Même si l'attention des Alliés se concentrait sur Overlord, ils n'en poursuivaient pas moins leur marche sur Rome. Pour les troupes canadiennes, britanniques et américaines combattant en Italie, il était désormais évident que la bataille qui s'annonçait allait être longue, difficile et coûteuse. Cette campagne qui devait être rapide allait devenir en 1944 une guerre de position. Les Alliés avaient été à un doigt de déloger les Allemands de Monte Cassino. L'hiver rendait les opérations plus difficiles encore, et il n'y avait aucun espoir que l'Italie soit libérée avant que l'opération Overlord ne commence. Vers Noël, ce sont les événements du Pacifique qui firent les gros titres. Le 15 décembre, les troupes américaines débarquèrent sur la péninsule d'Araoué à l'extrémité de la Nouvelle-Bretagne, dans les îles Salomon. C'était une avancée stratégique d'importance, car la capitale de la Nouvelle-Bretagne, Rabaul, était une formidable place forte japonaise. À Noël, le monde entier priait pour la paix, mais la Seconde Guerre mondiale ne ralentissait pas. La veille de Noël, les Britanniques bombardèrent une fois de plus Berlin, et le jour même de Noël, les avions américains détruisirent 24 sites de lancement de bombes volantes repérés dans le nord de la France. À Washington, le président Roosevelt fit sa traditionnelle allocution à la nation. Nous savons désormais que si nous perdons cette guerre, il faudra des générations, voire des siècles avant que notre conception de la démocratie ne puisse vivre à nouveau. Il y avait peu de réconfort à tirer de ces sages paroles, pourtant totalement appropriées à la situation après les événements récents dans le Pacifique. Les terribles pertes infligées aux Américains par les Japonais étaient une pilule amère pour les Marines et leurs familles. Roosevelt avertit le peuple américain de ce que cette nouvelle année pouvait lui apporter,
demandant à chacun de trouver en eux la force et le courage indispensables pour parvenir à la victoire. Il dit « La guerre a désormais atteint le stade où nous devons nous attendre à une longue liste de morts, blessés et disparus. La guerre, ce n'est que ça. Il n'y a pas de route facile vers la victoire et la fin n'est pas encore en vue. » Ce que le président américain évoquait, c'est ce que les troupes américaines allaient vivre au cours de l'opération Backhander lancée dès le lendemain. Il s'agissait du débarquement au cap Gloucester à l'extrémité de la Nouvelle-Bretagne. Pour ces soldats, il n'y avait pas de vacances. En moins d'une semaine, les Américains libérèrent un aérodrome stratégique leur donnant la possibilité de lancer des attaques sur la partie encore occupée de la Nouvelle-Guinée. C'était un point positif pour les Alliés en cette fin d'année, mais les Japonais se montraient toujours aussi combatifs. Ces premiers mois allaient être riches en affrontements mortels. Au Caire et à Téhéran, les conférences réunissant les leaders alliés s'étaient déroulées dans un bon climat, malgré les divergences concernant les droits de l'homme. Les Alliés présentaient un front uni qui n'augurait en rien de l'avenir de ces relations une fois la guerre terminée. L'Angleterre allait retrouver le devant de la scène en tant que plateforme de départ de l'opération Overlord. Elle allait accueillir les centaines de milliers de soldats qui se préparaient en vue du débarquement en Normandie. Désormais, des villes un peu endormies de la côte sud de l'Angleterre jusqu'aux rues historiques de Londres, c'est toute une nation déterminée qui était sur le point de revenir sur le devant de la scène. Pour Adolf Hitler, son incapacité à briser le moral des Anglais et à envahir la Grande-Bretagne allait revenir le hanter. Tout se mettait en place pour repousser l'armée d'occupation allemande en France vers ses frontières. Mais la tâche allait être rude et le chemin vers la victoire encore long. Épisode 18. Eisenhower, le commandant suprême. Lorsque la guerre éclata en 1939, au moment où les chars allemands franchissaient la frontière avec la Pologne, il était absolument impossible de savoir quelles seraient les conséquences de cette agression d'Adolf Hitler. Durant l'hiver 1943, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, des batailles se déroulaient partout sur la planète.
Les atrocités commises envers les civils innocents, en particulier ceux de religion juive, devenaient de plus en plus criantes. Les puissances de l'Axe écrasaient et asservissaient des populations entières, et les informations sur les crimes nazis et japonais contre l'humanité renforçaient la détermination des puissances alliées à mettre un terme à la guerre le plus vite possible. Le sort de ceux qui étaient détenus dans les camps de concentration ne pouvait plus être caché aux yeux du monde. Bien que beaucoup de temps serait nécessaire avant que les survivants ne soient libérés, il y avait désormais pour eux une lueur d'espoir. En octobre 1943, un accord formel entre les Alliés mena à la constitution d'une commission des Nations Unies sur les crimes de guerre. Les responsables d'atrocités seraient jugés pour leurs actes et ceux qui avaient suivi les ordres ne pourraient arguer de ce fait pour leur défense. Les mois d'octobre, novembre et décembre 1943 virent un grand nombre de campagnes atteindre leur intensité maximum et d'autres se préparaient. Les événements dans le Pacifique s'intensifièrent 2 ans après l'attaque japonaise surprise contre la flotte américaine à Pearl Harbor. La dévastatrice puissance de l'aviation japonaise en fit l'une des attaques les plus efficaces et les plus connues de la Seconde Guerre mondiale, et à mettre un terme à la guerre le plus vite possible. Le sort de ceux qui étaient détenus dans les camps de concentration ne pouvait plus être caché aux yeux du monde. Bien que beaucoup de temps serait nécessaire avant que les survivants ne soient libérés, il y avait désormais pour eux une lueur d'espoir. En octobre 1943, un accord formel entre les Alliés mena à la constitution d'une commission des Nations Unies sur les crimes de guerre. Les responsables d'atrocités seraient jugés pour leurs actes et ceux qui avaient suivi les ordres ne pourraient arguer de ce fait pour leur défense. Les mois d'octobre, novembre et décembre 1943 virent un grand nombre de campagnes atteindre leur intensité maximum et d'autres se préparaient. Les événements dans le Pacifique s'intensifièrent 2 ans après l'attaque japonaise surprise contre la flotte américaine à Pearl Harbor. La dévastatrice puissance de l'aviation japonaise en fit l'une des attaques les plus efficaces et les plus connues de la Seconde Guerre mondiale. Grâce aux images à venir, vous pourrez découvrir qu'il y eut cependant, dans le Pacifique, des affrontements peut-être moins connus, mais tout aussi exceptionnels. Les événements concernant la guerre dans le Pacifique ne doivent pas faire passer sous silence la campagne d'Italie qui suivit la victoire des Alliés en Afrique du Nord, ni dans le même temps la terrible guerre en Russie. Les alliances allaient évoluer à partir des conférences du Caire et de Téhéran et les plans pour la fin des opérations prendre forme. Le 1er octobre 1943 marque le début du compte à rebours vers la victoire finale. La politique incertaine de l'Italie et son rôle durant la Seconde Guerre mondiale incita les Napolitains à se soulever contre l'armée allemande d'occupation avant que les Alliés n'arrivent. Cependant, pour bien comprendre les événements d'Italie en 1943, il est indispensable de revenir en arrière à la fin de la Première Guerre mondiale. Comme Adolf Hitler, parvenu au pouvoir dans les soubresauts de la suite de la Première Guerre mondiale, en Italie, Benito Mussolini suivit un chemin similaire vers le pouvoir. Né en 1883, fils d'un forgeron, Mussolini déménagea en Suisse en 1902 pour trouver du travail et s'engagea en politique aux côtés des socialistes. L'opium était l'objectif principal. Afin d'obtenir des voies d'approvisionnement vers l'Afrique, Mussolini soutint également le général Franco dans la guerre civile d'Espagne et surtout coopéra totalement avec Hitler et l'Allemagne nazie, allant jusqu'à signer en mai 1939, à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale, le pacte d'Acier.
L'Italie entra officiellement en guerre le 10 juin 1940 en ratifiant à Berlin le pacte tripartite avec l'Allemagne et le 27 septembre de la même année avec le Japon. Même sous la gouvernance de Mussolini, l'Italie était loin d'être une nation militairement forte. Dès 1941, elle subit de nombreuses défaites face aux Britanniques en Grèce et en Afrique du Nord. Sans l'intervention des Allemands, Mussolini et l'armée italienne auraient subi une défaite militaire spectaculaire. La confiance des Italiens en leur duce baissa, pour ne pas dire disparut. Après que les soldats du général Montgomery eurent battu en Afrique du Nord les troupes de Mussolini et celles de Rommel, les Alliés n'eurent Dieu que pour l'Italie, étape logique suivante pour reprendre pied sur le continent européen. Les Alliés prirent la Sicile après une campagne réussie, nom de code Opération Husky, qui commença en juillet. Ce fut comme un choc pour les Italiens. La position italienne était précaire. Non seulement ils devaient combattre les troupes aguerries britanniques, canadiennes et américaines venues d'Afrique du Nord, mais leurs soi-disant alliés, les nazis, étaient également menaçants. Si les Italiens se rendaient, ils se retrouveraient sous la menace d'une attaque allemande immédiate. Ils craignaient également que Mussolini ne les entraîne dans une situation inextricable. Mais au début du mois de juillet, Mussolini fut démis de ses fonctions et arrêté. Le roi d'Italie lui-même reprit le contrôle et nomma le maréchal Badoglio à la tête du gouvernement. Hitler, craignant une reddition italienne immédiate, lança une opération commando pour libérer Mussolini. La défaite de Stalingrad avait été un échec cuisant, et Hitler était déterminé à ne pas perdre son influence en Italie et sur le bassin méditerranéen. Ils n'en poursuivaient pas moins leur marche sur Rome. Pour les troupes canadiennes, britanniques et américaines combattant en Italie, il était désormais évident que la bataille qui s'annonçait allait être longue, difficile et coûteuse. Cette campagne, qui devait être rapide, allait devenir en 1944 une guerre de position. Les Alliés avaient été à un doigt de déloger les Allemands de Monte Cassino. L'hiver rendait les opérations plus difficiles encore, et il n'y avait aucun espoir que l'Italie soit libérée avant que l'opération Overlord ne commence. Vers Noël, ce sont les événements du Pacifique qui firent les gros titres. Le 15 décembre, les troupes américaines débarquèrent sur la péninsule d'Araoué, à l'extrémité de la Nouvelle-Bretagne, dans les îles Salomon. C'était une avancée stratégique d'importance, car la capitale de la Nouvelle-Bretagne, Rabaul, était une formidable place forte japonaise. À Noël, le monde entier priait pour la paix, mais la Seconde Guerre mondiale ne ralentissait pas. La veille de Noël, les Britanniques bombardèrent une fois de plus Berlin, et le jour même de Noël, les avions américains détruisirent 24 sites de lancement de bombes volantes repérés dans le nord de la France. À Washington, le président Roosevelt fit sa traditionnelle allocution à la nation. Nous savons désormais que si nous perdons cette guerre, il faudra des générations, voire des siècles avant que notre conception de la démocratie ne puisse vivre à nouveau. Il y avait peu de réconfort à tirer de ces sages paroles, pourtant totalement appropriées à la situation après les événements récents dans le Pacifique. Les terribles pertes infligées aux Américains par les Japonais étaient une pilule amère pour les Marines et leurs familles.
Roosevelt avertit le peuple américain de ce que cette nouvelle année pouvait lui apporter, demandant à chacun de trouver en eux la force et le courage indispensables pour parvenir à la victoire. Il dit « La guerre a désormais atteint le stade où nous devons nous attendre à une longue liste de morts, blessés et disparus. La guerre, ce n'est que ça. Il n'y a pas de route facile vers la victoire et la fin n'est pas encore en vue.